À l'occasion des Jeux Olympiques de Tokyo, qui ont été retardés d'1 an du fait de la crise du Covid-19 et qui vont avoir lieu mais sans public, le débat se pose de nouveau, faut-il séparer sport et politique ou est-ce qu'il y a un lien? Alors dès le départ, le baron Pierre de Coubertin, qui a recréé les Jeux Olympiques modernes, avait affirmé le principe d'une séparation totale entre sport et politique. Mais dès le départ, c'était relativement hypocrite, ou du moins en fait, dans le sport, on fait de la politique ou de la géopolitique, comme M. Jourdain faisait de la prose. Et le baron de Coubertin lui-même d'ailleurs avait un objectif en créant les Jeux, c'était de pacifier les relations internationales. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est bien l'objectif politique. L'autre objectif du baron de Coubertin, moins avouable, c'était de former physiquement la jeunesse française, parce qu'on attribuait la défaite contre les Prussiens en 1870-71 à la moins grande préparation physique des Français par rapport aux Prussiens. On met souvent en avant le caractère réactionnaire du baron de Coubertin. C'est sûr qu'il n'était pas progressiste. Au début, le mouvement olympique, ce sont des nobles qui n'ont pas à travailler pour vivre, et donc en fait ils peuvent faire du sport, et effectivement les sportifs professionnels seront interdits, et ça sera réservé à une élite. Et puis le baron de Coubertin, c'est vrai, a les préjugés de son époque négatifs contre les femmes, contre les peuples coloniaux. Mais néanmoins, il va créer quelque chose qui va devenir universel et qui peut être en fait un levier de vivre ensemble et d'ouverture sur les autres. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les premiers Jeux Olympiques d'Athènes en 1896 n'ont rien d'universel. Il y a un peu moins de 300 champions qui y participent, qui viennent de 13 nations, 11 européennes, 2 nord-américaines. En 1900, les Jeux ont lieu à Paris et en 1904, ils traversent l'Atlantique pour aller à Saint-Louis aux États-Unis. L'effectif est limité, 14 nations, 128 athlètes non américains et 523 américains. Pierre de Coubertin, pour non progressiste qu'il fut, a condamné ces Jeux qu'il a qualifiés lui-même de Jeux de la honte. Les athlètes noirs américains ont été exclus des Jeux et il y a eu 2 journées de démonstration au cours desquelles l'Amérique blanche a testé les capacités des représentants, je cite, des tribus sauvages et non civilisées. 1912, pour la première fois, ce sont des Jeux réellement universels, tous les continents y participent, l'Australie et la Nouvelle-Zélande pour l'Océanie, le Japon pour l'Asie et l'Égypte et l'Afrique du Sud pour le continent africain. En 1916, les Jeux étaient prévus à Berlin, bien sûr la Première Guerre mondiale va les empêcher de se tenir, et lorsqu'ils vont être recréés en 1920, on va interdire aux pays vaincus de participer, puisque l'objectif c'est qu'ils ne récupèrent pas sur le champ sportif le prestige qu'ils ont perdu sur le plan militaire. Alors bien sûr, l'exemple même du mélange de sport et de géopolitique, ce sont les Jeux de 1936 à Berlin. Ils ont été attribués à Berlin en 1931 pour arrimer l'Allemagne au camp des démocraties pour marquer justement la réintégration de l'Allemagne qui avait été exclue des Jeux en 1920 et en 1924 dans le jeu européen. Sauf que 2 ans plus tard, Hitler prend le pouvoir et qu'il va vouloir faire de ces Jeux le triomphe du système nazi. Un stade construit exprès, 100 000 personnes qui font le salut nazi dans le stade, tout est à la gloire du Führer, à la gloire du corps, et donc c'est vraiment la récupération par la propagande du sport par le nazisme, mais il va y avoir un mais, c'est Jesse Owens, qui, avec ses 4 médailles d'or, va empêcher Hitler de triompher, et va surtout empêcher les thèses hitlériennes de triompher, puisque la supériorité de la race aryenne va être pour le moins démentie lors des compétitions. Mais aussi le fait que les Jeux aient lieu à Berlin a attiré de nombreux débats sur la nature du régime nazi, qui faisait encore illusion aux yeux de certains à l'époque. Et on a créé des contre-jeux à Barcelone, malheureusement, qui ont été interrompus par Franco. Mais aussi l'échec pour Hitler, c'est l'amitié qu'il y eut entre Jesse Owens et Lutz Long, un sauteur allemand. C'est lui d'ailleurs qui a aidé Jesse Owens à prendre ses marques et avec lequel ils se sont liés d'amitié. Des photos où on les voit enlacés, un grand blond arien et un sportif noir ont fait scandale en Allemagne. Ils ont d'ailleurs fait aussi scandale aux États-Unis, parce qu'il ne faut pas l'oublier, lorsque Jesse Owens est revenu aux États-Unis, malgré ses 4 médailles d'or, il n'a pas été qualifié de sportif de l'année et Roosevelt n'a pas voulu le recevoir à la Maison-Blanche. Il y avait encore de fortes discriminations aux États-Unis. 1940, les Jeux devaient avoir lieu à Tokyo déjà, ils n'ont pas eu lieu, ils vont reprendre en 1948 et 1952, pour la première fois, l'Union soviétique va y participer. Jusqu'ici, elle condamnait les Jeux bourgeois. L'URSS va s'apercevoir qu'il y a peut-être un moyen de briller dans les stades, mais les soviétiques ont peur que leurs sportifs choisissent la liberté et ne reviennent pas. Et à l'époque où les villages ne sont pas mixtes, il y a un village pour hommes, un village pour femmes, parce qu'on ne veut surtout pas qu'il puisse y avoir des relations sexuelles entre les sportifs, il y aura un 3e village
mixte celui-ci, de l'Union soviétique où les athlètes soviétiques ne seront pas mélangés aux athlètes occidentaux. Melbourne 1956, pour la première fois les Jeux sortent d'Europe et des États-Unis et il y aura une partie de water-polo qui restera célèbre, un match entre l'Union soviétique et la Hongrie qui se déroule peu après l'intervention soviétique en Hongrie. Le public prend bien sûr parti pour les Hongrois. Il y a une bagarre générale dans la piscine qui sera rouge de sang et les Hongrois vont prendre leur revanche sur l'équipe soviétique. 1960, c'est la débâcle pour la France. 5 médailles, dont aucune médaille d'or. Et c'est là que le général de Gaulle, qui pourtant n'était pas un fan de sport, se dit qu'il n'est pas possible que de laisser les choses en l'état parce qu'au moment où il veut reconstruire le prestige de la France, il ne peut pas accepter que la France soit humiliée. Donc de Gaulle n'était pas un fan de sport, mais il en comprenait les enjeux. Et c'est là qu'il va décider de recréer une vraie politique sportive française, Fonds Romeu, l'INSEP, et il y a un dessin resté célèbre de Jacques Faisan, le caricaturiste du Figaro, qui montre De Gaulle en basket et en survêtement, qu'il n'était pas vraiment sa tenue habituelle, déclarant « Décidément, je dois tout faire moi-même dans ce pays ». 64, les Jeux vont à Tokyo et le CIO décide d'exclure l'Afrique du Sud des Jeux Olympiques pour sa politique d'apartheid. Les pays africains qui sont rentrés en masse du fait de la décolonisation. Et donc le sport a eu un rôle très important dans la lutte contre l'apartheid. Les pays africains protestent et donc l'Afrique du Sud est exclue par le CIO, bien avant qu'elle ne soit exclue des Nations Unies. Elle ne reviendra qu'en 1992, après le démantèlement de l'apartheid. 68, les Jeux vont à Mexico. Il y aura 2 faits, l'un tragique, l'autre formidable. Le fait tragique, c'est des étudiants qui protestaient contre le gouvernement. Il y aura une répression de masse dans les rues de Mexico pour faire place nette avant les Jeux. Ni les États-Unis ni l'Union soviétique ne protestent contre ce massacre, pas plus d'ailleurs que les autres pays qui veulent conserver de bonnes relations diplomatiques avec le Mexique, ce géant du tiers-monde. Mais bien sûr, les Jeux seront marqués par le point levé de Tommy Smith et John Carlos pour protester contre le sort fait aux Noirs. Il ne faut pas oublier Peter Norman, le sprinter australien blanc, qui a fini 2e et qui s'est montré solidaire de Carlos et Smith. Ils ont été exclus des JO, ils ont été bannis, ils ont été effectivement traînés dans la boue aux États-Unis, ils ont été fort heureusement par la suite et tardivement réhabilités. Peter Norman, moins d'ailleurs en Australie, et ils ont quand même marqué l'histoire et ils ont beaucoup fait pour l'émancipation des Noirs et la lutte pour l'égalité des droits. 1972, à Munich, c'est la réhabilitation pour l'Allemagne, qui n'avait pas eu les Jeux auparavant, mais fait tragique, c'est le terrorisme qui marque les Jeux en Allemagne par rapport à la délégation israélienne qui va être prise en otage par un commando palestinien terroriste et lors de l'évacuation, il va y avoir un bain de sang. 1976, nous sommes à Montréal, les pays africains menacent de boycotter les Jeux Olympiques si la Nouvelle-Zélande n'en est pas exclue parce qu'elle a réalisé des échanges sportifs avec l'Afrique du Sud. Le CIO ne cède pas, la Nouvelle-Zélande reste et de nombreux pays africains vont boycotter les Jeux. Et c'est un peu une période de boycott. En 1980, les Jeux devaient avoir lieu à Moscou. Ils ont été attribués en 1973, au plus fort de la détente entre l'URSS et les États-Unis. Mais entre-temps, il y a eu l'invasion de l'Afghanistan. Jimmy Carter veut marquer les esprits. Il interdit à la délégation américaine de s'y rendre. De nombreux pays européens et occidentaux vont le suivre. Et donc c'est le grand boycott. Et en même temps, du coup, en termes de palmarès, c'est un grand succès pour l'Union soviétique qui va battre tous ses records de médailles. 1984, nous sommes à Los Angeles, et là c'est l'Union soviétique, nous sommes en pleine, toujours la nouvelle guerre froide. L'URSS et les pays du pacte de Varsovie boycottent à leur tour les Jeux, qui vont être un succès pour les États-Unis. Et pour la première fois, un sportif, Carl Lewis, va prendre un drapeau national et faire le tour de piste après avoir gagné sa médaille, première qui va se renouveler par la suite. En 88, nous sommes en Corée, il y a encore la Corée du Nord et quelques pays, dont Cuba, qui boycottent, mais les Jeux vont devenir universels. Les Jeux de Barcelone sont le retour de l'universel, avec l'Afrique du Sud qui a démantelé l'apartheid, et désormais, il y aura toujours des débats sur le boycott, lorsqu'un pays qui reçoit les Jeux ne plaît pas à certains, mais il n'y aura plus de boycott. Ni lorsque les Jeux ont lieu en Chine en 2008, ni bien sûr par la suite Londres, Rio et cette fois-ci Tokyo. Alors, comme je disais en début, les Jeux Olympiques, c'est l'universel. Tous les pays sont représentés et toutes les disciplines sportives, ou presque, le sont.
Donc c'est vraiment là, effectivement, tout le monde est admis. La Coupe du Monde, il n'y a que quelques pays, il y a beaucoup qui restent sur la route, et donc chacun peut se montrer et faire valoir. Et le village olympique est la rencontre de l'ensemble du monde. Alors bien sûr, ça sera beaucoup plus triste cette année que d'habitude, du fait des conditions sanitaires, mais le fait que les Jeux aient lieu est important. Et puis, l'article 50, qui interdit aux sportifs de s'exprimer, a été adouci par le CIO. On ne pourra pas le faire lors de la cérémonie de remise des médailles, lors des séances protocolaires, mais les sportifs pourront s'exprimer parce que finalement, eh bien, les sportifs sont des citoyens. Et donc le CIO, pour ne pas se livrer à la surenchère, il est aussi interdit de critiquer les autres pays. On voit bien à quelle dérive cela pourrait aller, vu la diversité des pays. Il faut mieux quand même que les diatribes qui existent n'existent pas dans les Jeux Olympiques, quitte à prendre des positions sur des sujets sociétaux en dehors des enceintes sportives, du fait de l'aura qu'ont les sportifs. C'est un phénomène relativement nouveau. Carlos et Smith ont été des précurseurs, mais maintenant on voit que de plus en plus les sportifs s'expriment sur les sujets qui leur sont chers. Ils se documentent, ils sont concernés, ils sont des citoyens, et ils peuvent profiter de leur notoriété, de leur aura, pour faire avancer des causes qui leur sont chères.